HomeKit, vous connaissez, c'est le standard d'Apple en matière d'objets connectés. Alors comment ça marche? La vision de la pomme de la maison intelligente tient-elle ses promesses? Quelles améliorations sont à attendre? Quels équipements faut-il choisir et à quel budget? Comment tout configurer simplement via l'app maison? Tour d'horizon complet. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Vous retrouvez également ORLM sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes et podcast, bien sûr, en HD ou en une version audio. Et une nouveauté, une version audio que vous retrouvez également sur TuneIn, pratique pour écouter ORLM sur des enceintes Sonos. Vous retrouvez On refait le Mac sur notre app ORLM pour iOS, disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour l'Apple TV. Enfin, n'oubliez pas de suivre On refait le Mac sur Facebook, Twitter, mais également désormais sur Instagram. Avant de vous présenter nos invités, le 4 juin prochain, la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, ouvrira ses portes. Et pour la pomme, ce sera l'occasion d'organiser un event et de dévoiler des nouveautés que nous couvrirons, devinez quoi, en direct depuis le grand amphithéâtre de l'école 42. Alors, si vous souhaitez nous suivre et nous rejoindre ici à 42 pour suivre la conférence sur écran géant et assister à la captation de l'émission en public, il suffit de vous inscrire en nous envoyant un email à cette adresse contact@onrefaitlemacom, contact@onrefaitlemacom. En plateau, un consultant en stratégie numérique toujours en quête des derniers objets connectés et tendances. Il est servi cette semaine. Regardez le florilège d'objets. On est vraiment gâtés cette semaine. Monsieur Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, je suis cerné. Cerné de caméra, HomeKit, de détecteur, de thermostat, on va tout vous présenter, on essaie de vous présenter le meilleur de l'état de l'art, dirons-nous, des objets connectés autour d'HomeKit. Certainement l'utilisateur, le plus fidèle, en tout cas, et le plus fan des ampoules connectées de Philips. Justement, on en parlait il y a un instant, autant dire qu'il expérimente depuis des années la maison connectée. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, ça va pas cette semaine? Pourquoi? Parce que j'ai reçu une notification à 7h30 dans ma salle de bain de ma balance WeThings ou Nokia Health. Je ne sais pas comment il faut qu'on dise. Tu as grossi? Et elle m'a appris qu'entre 2014 et aujourd'hui, donc en 4 ans, j'ai pris 8 kilos. C'est comme si je trimballais avec moi un pack de 6 bouteilles d'eau en plus. Ou de bière. Ça doit être ça. Donc, vivement qu'on parle de HomeKit, un sujet plus léger et qui est un de mes sujets favoris. Ça va me faire mais là, tu vas recevoir de plus en plus de notifications pour te dire de bouger les fesses du canapé, Monsieur X. Mais bon, on approche la cinquantaine, Monsieur X. Enfin, tu approches. Moi, j'ai 32, 33 ans, donc j'ai encore le temps. En duplex, lui, il est plus proche de la trentaine. Il est un pro du déploiement des réseaux sans fil avec sa société Bouche Cousue. Il surveille de près l'arrivée des objets connectés en tout genre, enceintes, caméras et autres détecteurs en tout genre qui viennent alourdir nos routeurs Wi-Fi. On va essayer d'en parler aujourd'hui. Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Salut Olivier. Alors, tu as combien d'objets connectés sur ton réseau? Moi aussi, j'ai un stock de Philips Hue juste derrière moi. Je viens de péter mon PEL. Ouais, j'imagine. En duplex, depuis Toulouse, le directeur marketing d'une marque française pionnière en matière de domotique, Somfy Protect, Jean-Sébastien Prunet. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Olivier. Alors, merci de nous recevoir, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Jean-Sébastien, en quelques mots, Somfy Protect, bien sûr ça appartient à Somfy, qui est une grande maison en matière de domotique, mais auparavant c'était aussi une start-up, c'était MyFox, oui, c'est bien absolument. Ça Qui a été racheté par Somfy. Effectivement, Somfy qui est pionnier dans le monde domotique et qu'on a aujourd'hui intégré en tant que Somfy Protect, mais il y a encore quelques mois, à partir de 2016, avant nous étions MyFox, une start-up qui a développé la sécurité connectée avec l'objectif de simplifier la gestion pour les utilisateurs et d'allier à la fois innovation et l'usage pour démocratiser d'une manière générale la sécurité de la maison. Allez, Jean-Sébastien, tu auras l'occasion on va se tutoyer, Jean-Sébastien, de nous présenter tes produits. Il y a quelques concurrents en plateau aussi, tu verras. Il y a la concurrence, mais il y a quelques spécificités qui sont intéressantes du côté de chez Somfy. Cap maintenant sur l'IMAM et vers le QG d'un autre constructeur qui propose des thermostats HomeKit notamment. Il s'agit de la société Tado qui est basée
À Munich, où nous attend Fabrice Mignolan, qui est le directeur des ventes de Tado. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour à tous, bonjour Olivier, merci pour cette opportunité. Un plaisir. Donc là, je suis en Allemagne, mais en général, je suis en France. Je suis directeur commercial de la France et de l'Italie. Mais là, je suis au siège pour 2 jours, donc vous pouvez voir le logo Tado à l'envers derrière moi. Ouais. Mais les gens ont la tête à l'endroit ici quand même. Donc effectivement, on est une jeune start-up de 170 personnes qui existe depuis 7 ans. En quelques mots, Tado, spécialisé dans la domotique autour de thermostats notamment, c'est ça? Alors en quelques mots, très vertical, on fait que du thermostat, on veut être spécialiste de thermostat connecté sur tout type de système de chauffage et de refroidissement. L'idée n'est pas de faire une boîte généraliste sur la smart home, mais de faire un spécialiste leader sur le thermostat, parce que piloter des chaudières ou on en a reçu un exemplaire en plateau, regardez. C'est complexe et on essaye de le faire le mieux possible avec des services, avec plein de choses spécifiques. Et donc, on a 170 cerveaux qui réfléchissent autour du thermostat, de la régulation en Europe. Voilà, le thermostat connecté qui est également évidemment un objet stratégique, je dirais, dans l'écosystème de la maison intelligente. On passe à présent au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est Gonzague qui s'y colle. Alors, le chiffre de la semaine, c'est le résultat de notre sondage que l'on vous a proposé cette semaine sur Twitter, dans le Twitter dont refait le Mac. La question était, que pensez-vous d'HomeKit, le standard d'Apple pour les objets connectés? 40% des répondants ont répondu que c'était l'avenir, 16% que c'est un gadget, 21% que c'est derrière Amazon et Google, 23% que c'est encore cher et compliqué. Donc, la plupart des gens ont l'air de dire que c'est l'avenir et on est aujourd'hui pour en parler. On va voir ce qu'il y a comme limite et comme intérêt aujourd'hui à HomeKit et aussi ce que ça fait faire les concurrents, j'arrive plus à parler, et ce que HomeKit, lui, ne sait pas encore faire aussi bien. Ouais, il y a beaucoup de concurrence entre constructeurs, on va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de constructeurs entre standards, entre Google, entre Amazon. Il y a d'autres standards que HomeKit d'Apple d'ailleurs. Zigbee, on en parlera avec Gonzague. En tout cas, on voit que c'est pas un franc plébiscite non plus pour HomeKit d'Apple. On va tenter d'y voir un peu plus clair dans ce premier chapitre. Alors HomeKit, comment ça marche et d'abord, qu'est-ce que c'est HomeKit? À l'origine, c'était un standard, tu me corriges, Gonzague, si je dis des bêtises, proposé par Apple aux constructeurs d'objets connectés pour qu'ils implémentent une puce afin de simplifier l'installation et la gestion de l'objet en scannant simplement un code inscrit sur une étiquette. Alors regardez, on a fait une petite vidéo, il suffit effectivement de lancer l'application maison propre à iOS 10 et iOS 11 ou simplement l'application du constructeur de l'objet HomeKit. Et alors c'est facile de le savoir, il y a un petit logo qui normalement apparaît, évidemment j'en saurai où il n'y a pas le logo, qui apparaît normalement derrière, vous avez un petit logo HomeKit et là vous avez un chiffre qui correspond, il suffit de le scanner et l'application le reconnaît automatiquement. Et magie de HomeKit, il est automatiquement jumelé avec votre iPhone et votre écosystème Wi-Fi. L'arrivée justement de la simplification de la configuration avec cette puce, c'est vraiment le point fort par rapport à la concurrence, Gonzague, aujourd'hui. C'est vrai que l'intérêt de HomeKit pour moi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une application par constructeur, mais plutôt qu'on va avoir une application qui va regrouper tous les objets connectés, en tout cas ceux compatibles de la maison. Et donc ça, c'est quand même assez pratique, notamment aussi au niveau de l'association avec cette app qui est très simple et standardisée. Donc ça, c'est un vrai point fort. Alors qu'effectivement, chaque constructeur, sinon, dans son coin, fait ses standards, fait son app avec une ergonomie qui lui est propre et qui n'est pas forcément toujours la meilleure. Donc là, on a quelque chose de plus cohérent. Mais qui a aussi ses limites, puisque évidemment, il faut que cette app, elle soit adapté aux différentes fonctionnalités et aux services que les gens et les fabricants vont offrir dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est un peu c'est un hub de la maison connectée. C'est un peu un fourre-tout. Et par moment, c'est vrai qu'il faut un peu la configurer. On va vous montrer un peu plus tard dans cette émission comment on peut faire. Et tu le disais, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rendre l'application maison permet de rendre interopérable grâce à HomeKit les différents objets connectés de différentes marques et les piloter via l'app maison qui est intégrée à iOS. Et c'est assez intéressant effectivement d'éviter de lancer une application pour chaque objet. Imaginez une application pour la musique, une application pour la lumière, une application pour ouvrir sa porte, une application pour le chauffage. Bref, on passe son temps, Monsieur X, à zapper. C'est une vraie valeur ajoutée, Monsieur X. Oui, absolument. Surtout qu'en plus, les applications qui sont livrées par les fabricants de matériel HomeKit aujourd'hui sont on va dire, de qualité diverses. Si je prends par exemple l'application de chez Elgato que j'utilise moi, elle est plutôt très riche fonctionnellement, mais en termes d'expérience client,
personnellement, je la trouve un petit peu complexe. Celle de Philips, pour les ampoules Philips Hue, a beaucoup progressé. Il y a une nouvelle version qui ne devrait pas tarder. Ouais, mais je la trouve aussi un petit peu complexe et fonctionnellement inégale en termes de qualité. Donc, avoir cette application qui s'appelle Maison d'Apple en natif dans iOS, ça a cette qualité que mentionnait Gonzague, c'est-à-dire que quand il s'agit de piloter, voire de scénariser le fonctionnement de tous vos objets compatibles HomeKit, c'est très très pratique. Et puis, je continue à utiliser, moi, par exemple, les applications de chez Philips ou Elgato, non pas pour la scénarisation ou utiliser les produits HomeKit, mais pour les paramétrer ou faire la mise à jour des ampoules Philips Hue. Donc, avoir alors tu appelais ça le iTunes de la domotique. Je sais pas si c'est la bonne comparaison, mais avoir une seule appli, c'est non seulement bien, mais c'est nécessaire parce qu'il faut aussi se rappeler pour finir qu'en final, les gens utilisent très très peu d'applications sur leur smartphone. Ça tourne autour de moins de 40 dans le mois, moins de 15 dans la semaine. Et parmi ces 15, il y a Facebook, Twitter, des applications impondérables. Donc avoir une seule application pour la domotique, si on veut que ça se popularise, c'est aussi un peu indispensable. Un petit mot peut-être du côté des constructeurs on va commencer avec Jean-Sébastien à Toulouse. L'adaptation d'HomeKit s'est pas faite tout de suite du côté de Somfy. Ça a pris un peu de temps. Pourquoi, entre guillemets, vous avez observé, il a fallu du temps pour que le standard arrive à maturité peut-être ? Oui, alors je pense qu'effectivement le standard a à la fois mis du temps à arriver en maturité. Nous, on a commencé à travailler à partir de 2015 à l'intégration dans HomeKit, mais en fait le protocole n'était pas encore complètement prêt. La définition fonctionnelle du processeur à mettre à l'intérieur n'était pas encore complètement prêt. La fameuse puce matérielle qui permet d'avoir la reconnaissance HomeKit, le petit logo. Absolument. Et donc, ça a mis du temps à se mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, je partage tout l'intérêt qu'il y a autour d'avoir une seule et même application qui, finalement, tout d'un coup, s'est réveillée à partir de l'année dernière dans la poche de tout le monde, dans les iPhones qu'on avait tous en tout cas les iOS. Et donc ça, c'est un vrai avantage. Et Somfy a clairement la volonté, la stratégie de s'intégrer dans HomeKit. Et aujourd'hui, à travers la gamme de caméras qui va petit à petit devenir HomeKit, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ainsi que d'autres produits comme la box domotique Taoma, dont la prochaine version sera aussi HomeKit. Tu nous en parleras tout à l'heure, Jean-Sébastien. Du côté de Fabrice, à Munich, quelle est la position de Tado par rapport à HomeKit et également pourquoi avoir choisi ce standard-là ? Est-ce que peut-être l'idéal ne serait pas d'être ouvert à tous les principaux standards et pouvoir permettre à un utilisateur de passer d'HomeKit à Google ou à Amazon et qu'on ne soit pas forcément inféodé à une marque ? Alors, c'est deux bonnes questions en une. Déjà, pour répondre à la première sur HomeKit, oui, on croit chez Tado que tous nos amis GAFA, avec leurs assistants, vont aider la Smart Home. Ils ont des moyens et l'envie d'y aller. Effectivement, HomeKit a mis un peu de temps côté Apple à se mettre en place. Nous, on est HomeKit sur toute la gamme chauffage depuis l'année dernière, 2017. Ça met plus de temps chez Apple à certifier que chez d'autres types Google et Amazon. Mais au final, on est 100% HomeKit sur la gamme chauffage et on est en train de développer sur le produit pour la clim, la compatibilité également. Après, être compatible avec l'ensemble des assistants, on l'est également. Et j'ai compris que chez Tado, il y avait des brevets autour de la compatibilité multiplateforme qui permet, en fait, moi j'ai vu des démos où il y avait dans une maison un HomePod, un produit d'une autre marque, type assistant, et on peut switcher et parler à l'un comme à l'autre, et Tado réagit en temps réel, quel que soit le produit. Alors, je pense pas que les gens vont s'équiper d'un HomePod et d'un Google Home, faut pas le citer. Ils vont peut-être rester fidèles à une marque. Nous, on est compatible avec tout cela et on y croit fortement. Je pense que la Smart Home a besoin en fait de locomotives pour tirer ce marché. Donc globalement, on est très content parce qu'Apple nous a mis dans tous ses Apple Store avec toute notre gamme chauffage. J'imagine, oui. Le fait d'intégrer cette puce, Fabrice, dans vos produits ou ceux de Somfy, du côté de Jean-Sébastien, c'est un coût. C'est une licence j'imagine qu'on verse à Apple.
Exact. Je connais pas les détails des montants, mais je sais que c'est, comme je disais, c'est pas que du software, c'est du hardware également. Donc c'est hardware plus software. D'un autre côté, je trouve que c'est bien d'Apple de le faire de cette façon, pas d'un point de vue des coûts, hein, mais d'un point de vue technique, c'est précis, c'est long, et une fois qu'ils certifient un partenaire, c'est une reconnaissance sur le marché, c'est une reconnaissance pour nous. Donc oui, il y a une intégration hardware. C'est pour ça d'ailleurs que notre produit Klim aujourd'hui a besoin d'une évolution hardware pour devenir HomeKit. Mais on est en train de travailler dessus, quoi. Mais je pense que un des enjeux clés d'Apple, je pense que un des enjeux clés d'Apple et qu'ils arrivent encore à étendre à HomeKit, c'est finalement de travailler au bouton l'expérience utilisateur. Et derrière, en dehors effectivement de cette puce à intégrer, tout le process de certification qui est lié à des usages qu'ils souhaitent, si ce n'est parfait, en tout cas vraiment très abouti. Je trouve qu'il y a une belle vision de comment donner la continuité de l'aboutissement de leurs produits vers l'intégralité de l'écosystème. Et ça, c'est assez appréciable en tant que constructeur, à la fois sur un point de vue collaboration, mais aussi sur un point de vue de la promesse que nous, on a envie de donner pour nos utilisateurs. Il n'empêche, tu le disais, Jean-Sébastien, Apple a pris un certain retard pour lancer HomeKit. On en parle depuis des années. Je me souviens qu'il y avait même des constructeurs qui me disaient les produits sont prêts, on attend juste la certification d'Apple et qu'ils arrivent à définir cette puce une fois pour toutes. Et du coup, ils se sont fait un petit peu dépassés, voire beaucoup dépassés par Amazon et Google, qui ont une approche radicalement différente, Gonzague, sur les assistants à domicile, avec notamment Amazon Echo et Google Home. C'est pas l'iPhone, c'est pas l'Apple Watch, c'est pas l'Apple TV qui permettent de piloter les objets connectés, mais c'est un assistant vocal. On en verra plus tard qu'ils ont réagi avec ça, avec le HomePod qui n'est toujours pas arrivé en France, donc il n'est pas là, vous ne le voyez pas. C'est la magie de Stéphane Zibi qui nous l'a amené. C'est une vision bien différente de HomeKit chez Google et Amazon, Gonzague. Oui, c'est full software chez eux, donc c'est beaucoup plus simple à déployer pour un constructeur que d'avoir exigé pendant longtemps une puce qu'il faut avoir dans son matériel et donc qui n'est pas forcément arrangeante pour tous, déjà parce que tu te dis ok, je mets la puce que je paye. Mais tous mes utilisateurs ne vont pas forcément utiliser. Que les produits soient plus chers, déjà, par définition. Exactement. Donc, bon, alors certes, ça peut justifier un premium sur le prix et peut-être aider à vendre quelque chose un peu plus cher, mais tu n'as pas forcément envie de payer une puce qui ne servira qu'à une fraction de tes utilisateurs, là où Google, avec Google Home et Amazon avec Alexa, de te permettre sans avoir à installer un composant particulier. Et je ne pense pas qu'ils fassent payer les constructeurs, puisque leur but, c'est d'en avoir le plus possible. Bien sûr. Ils ont une stratégie qui fait qu'ils sont aujourd'hui déployés dans un nombre d'appareils qui est incroyable. Ouais, phénoménal. Et qui grandit vraiment à une vitesse de fou. Alors que quand tu regardes sur HomeKit, la gamme de produits compatibles, elle ne grandit pas si vite que ça. C'est vrai. Mais on va essayer de faire un tour d'horizon, mais ça sera un peu plus pour 5-10 minutes, soyez patients. Du coup, Apple a réagi l'année dernière, souviens-toi, Stéphane, lors de la WWDC 2017, en juin 2017, pour faire en sorte que l'identification serait à l'avenir aussi logicielle et ne serait plus forcément une puce. On avait compris, messieurs les constructeurs, à ce moment-là, que des produits qui ne seraient pas HomeKit, qui n'intégreraient pas la puce, deviendraient, via une simple mise à jour, HomeKit, sans forcément donc intégrer ce fameux chip. Ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si Jean-Sébastien ou Fabrice sont calés sur le sujet. Effectivement, ils l'ont annoncé et je pense que c'est une vraie volonté du fait du développement d'Amazon et Google. C'est une vraie volonté d'élargir les accessoires compatibles. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Cependant, je pense que ça va l'être. Après, il y a toujours un enjeu avec les dimensions de sécurité et toujours de contrôle de cet usage. Si on sort de la certification à travers la puce, quel va être le protocole de validation avec Apple à chaque itération de cette mise à jour software. Et je pense que c'est un enjeu encore à aborder dans la collaboration que Apple a avec ses partenaires. Olivier ? Oui, monsieur X. Et à l'autre extrémité du spectre, je ne sais pas si vous utilisez cette application, mais moi oui, on a des solutions 100% chinoises, notamment de chez Xiaomi. Vous pourrez aller tester tout ça dans le futur magasin Xiaomi qui va ouvrir à Paris, et notamment une application qui s'appelle Mi Home, MI plus loin Home,
Donc ça, c'est voilà le même nom que l'application maison d'Apple, qui en reprend d'ailleurs le look and feel, qui permet de piloter absolument Sur iOS. Sur iOS, ouais. De piloter tous les matériels vendus par Xiaomi sans certification, rien du tout. C'est de la compatibilité logicielle. Après, il faut que le logiciel embarqué des produits supporte cet accès. Après, les problèmes et les questions de sécurité. Donc, va falloir décider en tant qu'utilisateur ce qu'on veut. Ce chip apporte ça, la qualité de la sécurité, ça va avec, mais si on n'est pas à cheval là-dessus, on peut aller dès maintenant sur des applications comme Xiaomi Mi Home, et là vous avez un univers de possibles aujourd'hui qui est complètement dingue. Ouais. Je vous engage à l'essayer. La sécurité, c'est vraiment un point important pour beaucoup de spécialistes qui ont tiré la sonnette d'alarme ces dernières années, car bon nombre d'objets connectés qui pullulaient à la maison n'avaient pas forcément un niveau de sécurité suffisant, étaient des points d'intrusion importants, ce qui en pratique n'est pas le cas du standard d'Apple, parce que l'intégration se fait vers une puce matérielle et c'est lié au compte iCloud de l'utilisateur pour l'identification. Donc les requêtes sont en plus encryptées, donc a priori c'est beaucoup plus sûr qu'un système qui est ouvert à tous les vents. Moi, ça n'a pas empêché de développer des failles, de découvrir des failles de sécurité, notamment dans iOS 11.2 qui permettrait de découvrir tous les objets connectés installés dans une maison et d'en prendre le contrôle. J'imagine, messieurs les constructeurs, que vous êtes extrêmement vigilants sur le point de la sécurité, même si Apple, dans ce cas précis, a laissé passer une faille il y a quelques mois. Ouais, alors, évidemment, la sécurité est un point particulièrement dans notre métier. De sécurité de la maison est un point qu'on regarde avec attention. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le désir dans nos développements, qu'il soit hardware, radio, software, d'y intégrer le bon niveau de sécurité, mais aussi d'avoir le process de se remettre en question et de faire en sorte qu'on est en permanence en train de challenger ce qui est en place par toutes les méthodes que ce soit. Mais bien évidemment, et ça fait partie des choix qu'on fait quand on va vers un nouveau partenaire, des choix qu'on fait pour continuer à contrôler et à assurer à nos clients le bon niveau de sécurité. Stéphane en plateau. Non, mais j'avais une question justement pour vous, les constructeurs. La faille qui avait eu lieu l'année dernière sur les bébés de surveillance bébé, qui avait entraîné derrière la chute. Alors on comprenait peut-être pas au début la relation, mais la faille initiale venait de pas connecter. Le gros bug d'Internet qu'il y a eu l'année dernière où tout est tombé. Ouais, genre des sites comme eBay, PayPal, etc. On a découvert que ça venait d'un objet connecté. Venait de cela. Est-ce que vous avez été, bien sûr sensibilisé, je sais bien, mais est-ce qu'on vous oblige à suivre des protocoles particuliers, maintenant beaucoup plus complexes, parce que ça se multiplie tout ça. Peut-être du côté de Fabrice, puisque... Oui, on ne nous oblige pas, en fait. On n'a pas de réglementation qui nous est tombée dessus, à ma connaissance, comme quoi il fallait avoir des niveaux de sécurité. Côté Tado, en fait, ce que je sais, c'est qu'on gère toutes ces questions de sécurité vraiment avec beaucoup de vigilance. On ne prend que des données de température d'une maison, mais malgré tout, on sait que dans l'air ambiant, il faut sécuriser les protocoles. Je sais que Tado a pris des protocoles en fait qui sont des protocoles utilisés dans les transferts bancaires, ultra méga sécurisés, pour permettre d'avoir une vraie validation sur ce qu'on fait des données. Et tout est géré aussi en interne. Ça aussi, c'est très important. Tado est une boîte 100% intégrée. Donc, on n'a pas de serveur externe où on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau des données. Jusque-là, on n'a pas, nous, souffert de problèmes ou d'attaques ou de choses négatives liées aux données en fait, qu'on recueille malgré tout chez l'utilisateur. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Fabrice, sur... évidemment sur le besoin de le faire. Je pense qu'il y a quand même un nouvel intrant qui arrive assez rapidement. En fait, c'est en Europe, c'est la GRPD, qui est la nouvelle loi qui à partir du 25 mai, donc demain, entre en vigueur et qui va nous obliger à continuer. Je pense que c'est une bonne chose de légiférer sur le sujet et dans le monde des objets connectés encore plus.
puisque ça va nous obliger à rentrer dans une dynamique de développement, de conception et même de gestion à l'intérieur des entreprises autour de la donnée, de la privacy by design, et de faire en sorte que que ce soit dans le développement ou dans la gestion de la donnée, on soit de plus en plus structuré, et à la fois ça a des vertus pour éviter ce genre de failles, mais aussi pour rassurer l'utilisateur qui se pose des questions. Et je pense que c'est une bonne chose que ça structure dans ce sens-là. Vous le disiez, messieurs les constructeurs, la sécurité, c'est un point important, que ce soit du côté de Fabrice ou Jean-Sébastien. Autre point important, c'est de pouvoir piloter simplement ces objets connectés. Donc, on a vu qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits de la part d'Apple avec l'application maison. On en a parlé en début de cette émission. Et puis, il a fallu réagir aux avancées de Google et d'Amazon, Stéphane. Et Apple a sorti donc son propre assistant vocal. C'est un enceinte connectée qui est aujourd'hui plus une enceinte pour écouter de la musique. Elle est beaucoup plus puissante qu'un Google Home, mais beaucoup plus chère, autour des 400 € à terme. L'idée, rappelons quand même, pour utiliser jusqu'à maintenant, pour utiliser HomeKit, il fallait soit un iPhone 5 minimum, soit une Apple Watch, soit un Apple TV, soit un iPad. Donc forcément, ça ne permettait pas à tous les membres de la famille, s'ils n'avaient pas un produit d'Apple, de pouvoir le piloter. C'est le cas maintenant avec cette enceinte. Et on peut dire que c'était un peu le maillon manquant de la chaîne HomePod, de la chaîne HomeKit, de la chaîne d'Apple. On a fait une émission, tu te souviens, là-dessus. Oui. On va vous mettre le lien. Voilà. Et ce qui est criant, bon, au-delà des défauts qu'on pouvait noter au tout début, c'est que c'est pas le premier usage qui vient. C'est pas quelque chose de naturel. C'est d'abord de la musique. C'est avant tout une enceinte. C'est avant tout une enceinte parce que déjà ça ressemble à une enceinte. Et surtout qu'elle est, en plus, elle toute seule, elle arrive à donner un meilleur rendu stéréo qu'une autre enceinte qui serait en solo, comme une Sonos 1 par exemple. Oui, qui est mono, elle. Voilà, donc elle mono. Et donc là, c'est vrai que quand c'est venu en plus, moi j'ai testé. Bon, c'est pas l'usage premier que j'ai fait. J'utilise encore l'autre qui est Alexa, qui est l'Echo par exemple d'Amazon, qui elle est beaucoup plus intégrée, etc. Voilà. Du côté de Gonzague, tu as essayé à peu près tous les assistants vocaux, également celle-ci. Les limites qu'on peut faire, les reproches qu'on peut faire à Apple et à HomeKit en matière d'usage vocal sont plus limités, je dirais, à Siri en tant que tel, parce qu'on sait en langue française, c'est parfois très frustrant d'utiliser Siri et Gonzague. J'ai pas du tout été bluffé par la compréhension des commandes vocales du HomePod, tandis que le Google Home fonctionne vraiment pas mal. Alors il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire, mais il a compris la phrase. C'est juste qu'il ne sait pas le faire. Alors que le HomePod, lui, il répondait à côté de la plaque. C'est pas l'expérience à laquelle je m'attendais. Bon, dirons-nous qu'il y a encore une formidable marge de progrès. Ouais, soyons positifs. C'est gentil. Voilà, on attend en tout cas des annonces et on espère que Siri deviendra un peu plus intelligent dans le HomePod et ailleurs, parce qu'il y a plusieurs Siri dans votre iPhone, dans votre Apple Watch et j'en passe. Dans un peu plus de 2 semaines, lors de la conférence des développeurs à la WWDC, nous serons en direct. Du côté des constructeurs, vous avez des infos sur les avancées attendues du côté de Siri et d'HomeKit ou pas, que ce soit du côté de Fabrice ou Jean-Sébastien? Je pense que oui, ils ont peut-être des retards sur l'interface vocale, qu'on a vu aussi ce qu'a fait Google dans sa dernière présentation, mais ils vont les rattraper. Ce qu'ils font en Apple Store le montre, l'espace maison en Apple Store d'Apple, c'est le deuxième espace juste après les iPhones, et il fait 4-6 mètres de long. Donc ils ont vraiment des ambitions là-dedans, ils vont pas laisser passer les assistants personnels. Alors ils ont une stratégie différente, c'est plus de l'enceinte multi-room aujourd'hui, mais ça fait aussi de l'assistant. Moi, je suis pas inquiet, ça va évoluer très vite. Mais s'ils veulent les vendre, ils ont intérêt effectivement à faire évoluer la mécanique. Du côté de Jean-Sébastien, pas d'infos particulières sur les avancées espérées du côté de HomeKit et de Siri pour la WWDC dans d'un peu plus de 15 jours? On voit bien qu'aujourd'hui, HomeKit fournit en fait une librairie d'accessoires, une librairie d'actions que en tant que constructeur, puis en tant qu'utilisateur, on va être capable de venir activer. Et les discussions qu'on a avec eux, et on pourra y revenir, mais les discussions qu'on a avec eux sur nos produits, c'est comment est-ce que les spécificités qu'on a dans nos produits, et tout à l'heure Gonzague t'en parlait, les spécificités qu'on a dans nos produits et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos applications propres, mais demain de plus en plus chez HomeKit, ils deviennent mainstream, ils deviennent généralisables à plusieurs produits de la catégorie. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à légitimer
le bénéfice qu'on souhaite apporter à nos utilisateurs et comment est-ce que ça intègre HomeKit. Et donc, je pense que c'est vers là que c'est dans cette direction que l'évolution d'HomeKit va aller. On va essayer de passer en revue et de voir ensemble tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec HomeKit, avec les différents objets que j'ai ici en plateau. Mais d'abord, on passe à vos questions Twitter. Beaucoup de questions cette semaine, Stéphane, autour de HomeKit, beaucoup d'interrogations. Oui, Olivier. Donc la première question de Simon Leclerc, qui pose la question. Ce serait sympa d'aborder le coût à la louche total pour avoir un résultat sympa et surtout de parler des contraintes et limites. On a du mal à s'en rendre compte de tout ce qui est nécessaire et comment le mettre en place. Dans Tact, on va essayer de faire de simuler un petit budget ensemble. Si vous voulez bien regarder, on a pris d'abord... On a réuni quelques objets qui seraient considérés des objets de base pour la maison connectée, comme par exemple un kit d'ampoules connectées, comme les kits de 3 ampoules Philips Hue, plus le pont HomeKit, il y a le pont qui est nécessaire. Ça coûte autour des 210 €. Une caméra de surveillance, on a pris une caméra de chez Somfy. Ils nous en vendront pas, autour des 180 €. Vous m'arrêtez, Jean-Sébastien, je disais bêtises sur les prix. On a pris un petit interrupteur pour pouvoir piloter tout ça facilement. De chez Logitech, comptez Logitech POC, autour de 40 €. On a pris une prise connectée indispensable, Monsieur X, Eve, autour des 50 €. Et on a pris également un thermostat, on a choisi celui de Tado, honneur à nos invités, autour des 249 €. Et puis on a rajouté aussi un objet qui est indispensable dans les maisons et qui se connecte de plus en plus, c'est le nouveau détecteur de fumée que j'ai ici, le Smoke d'Elgato, c'est une exclusivité dans Refait le Mac, comptez 120 €. Donc en tout, ça fait quand même un budget de 849 € pour s'équiper de tous ces objets-là, sachant que si certains objets peuvent être en Bluetooth, d'autres peut-être en Wi-Fi, donc pour pouvoir les utiliser à distance et pas être apportés, il faut forcément avoir un hub, un concentrateur, et ça c'est l'Apple TV qui joue ce rôle, donc il faut parfois rajouter un Apple TV, donc rajouter 159 €, et puis il faut parfois aussi rajouter un HomePod, si vous voulez vraiment que chaque membre de la famille puisse l'utiliser s'ils n'ont pas d'iPhone, voire des relais Wi-Fi, on en parlera avec Gonzague tout à l'heure. Donc le budget est quand même assez élevé, ce qui explique sans doute que les objets connectés, ça se déploie tout doucement. Ce qui est intéressant avec ces objets-là, c'est qu'on peut investir sur la durée, c'est pas un standard qui va s'éteindre tout doucement. Deuxième question. Je pondère ce que tu dis quand même. Je repense à la maison de Bill Gates qui s'appelle Xanadu. Oui, dans les années 90. Quand il a mis quand même... au début, il parlait de domotique et en fait, pour pouvoir faire ça... Il a fait construire sa maison dans les années 90, il a fait une maison connectée déjà à l'époque. Et ça a coûté 154 millions de $. Parce qu'il n'y avait pas de standard. Il n'y avait pas de standard, mais surtout, rendre connecter des choses inertes comme des murs, des lampadaires, etc., ça coûtait un peu plus cher qu'aujourd'hui. Donc on peut comparer par rapport à cette maison de certes de milliardaire qui a 7 chambres et je ne sais pas combien. Oui, c'est 859 € à 15 millions de $. C'est relativement... et c'est un exploit technologique également. De l'époque, voilà. Oui. Mais on y va, mais on voit que le coût, c'est quand même un frein à l'équipement. Deuxième question. Donc, deuxième question rapidement de Cyril Renaud. Pour votre émission spéciale HomeKit, pouvez-vous préciser quel type de couverture Wi-Fi est nécessaire ? Écoute, Stéphane, on va se tourner vers notre spécialiste du Wi-Fi, Monsieur Gonzague. Le Wi-Fi, c'est très important. Il y a énormément d'objets, donc les réseaux saturent forcément. Oui, alors après, il y a différentes façons pour ces objets de se connecter. Par exemple, les ampoules Hue, elles n'utilisent pas le Wi-Fi. Elles utilisent un pont qui va être relié à la box. Par contre, pour les autres objets qui sont, eux, en Wi-Fi, effectivement, c'est pas mal d'avoir un bon réseau. Donc, c'est aussi bien d'avoir une box qui soit stable, qui sache gérer beaucoup d'appareils connectés. Donc, ça passe peut-être parfois par l'utilisation d'une borne ou d'un routeur un peu plus costaud que ce que fournit l'opérateur. Et il faut aussi noter qu'il y a pas mal d'objets HomeKit qui se connectent en Bluetooth. Et donc, eux vont aller parler en direct à votre iPhone, iPad, Apple Watch ou à l'Apple TV. Oui, il faut investir dans un routeur, voire même des répétiteurs pour vraiment couvrir toutes les pièces de la maison, voire peut-être même du courant porteur en ligne qui permet d'étendre son réseau assez facilement. On passe au budomètre à présent avec une troisième question, excuse-moi. Voilà. Donc, il y a une troisième question qui s'adresse plutôt à nos amis constructeurs, de Johan Caballero. Je ne sais pas si vous allez interroger les constructeurs, mais si tel est le cas, est-ce que Tado compte sortir une version HomeKit de son thermostat pour climatisation ? Oui, le modèle qu'on a en plateau, Fabrice, c'est un modèle pour chauffage, oui. Pour chauffage. Pour chaudière. Pour chaudière, est-ce que vous allez sortir un thermostat pour répondre à notre utilisateur ? Pour climatisation avec HomeKit, oui. J'ai entendu la question. Effectivement, aujourd'hui, ce que je disais, toute notre gamme chauffage, comme le produit que tu as sur le plateau, vous avez sur le plateau, c'est HomeKit.
Le seul produit qui n'est pas HomeKit chez nous, c'est le Tado pour climatiseur. L'été arrive, Aujourd'hui, il n'est pas HomeKit. J'ai cru comprendre qu'on travaillait dessus et que vu que ça se passe bien avec Apple, peut-être que ça pousse aussi chez nous les développements à aller vers du HomeKit. J'ai pas de roadmap, j'ai pas de deadline. Là, je suis en Allemagne, peut-être que j'en aurai dans les 2 jours qui viennent. Ouais, on me souffle dans l'oreillette, ça devrait pas tarder. Voilà. Je sais pas si vous pouvez répondre, mais moi je peux un petit peu. Voilà. Pour revenir à la question d'avant, Ouais. chez Tado, sur nos produits chauffage, on n'utilise pas de Wi-Fi. Ouais. Donc on a aussi un petit bridge en fait qui est connecté en filaire à la box, et à l'intérieur de la maison on est en radio. Et donc pas de souci de rupture de Wi-Fi, et c'est bien mieux pour piloter une chaudière. Voilà, ça évite d'avoir de C'est la mauvaises petite surprises et précision. de faire saturer les réseaux. Mais c'est vrai que moi, en préparant cette émission, je me suis amusé à regarder le nombre d'objets que j'avais branchés à la maison. Et là, je me suis fait peur. Il y en a près d'une quarantaine. Donc, imaginez que la pauvre box ADSL, si vous n'avez pas un vrai routeur Wi-Fi derrière de dernière génération, elle aura du mal. Allez, c'est l'heure est venue de passer au busomètre des rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple avec Stéphane. Stéphane, au registre du busomètre, on commence avec la première rumeur. La première rumeur, Olivier, c'est un iPhone SE2 sans bord et avec une encoche. Donc, on aurait la continuité donc, de ce qu'on a sur l'iPhone 10. Voilà, donc on n'aurait plus le bouton Home et le Touch ID sur les prochaines générations à suivre. Autre rumeur autour des iPhones. Le deuxième, donc un iPhone 8S. Je ne sais pas comment on peut l'appeler encore. Donc c'est Le modèle LCD. Ouais. Voilà, qui serait plutôt dans la continuité du 5C, se déclinerait en bleu, en jaune, en rose, façon donc iPhone 5C. Et les premières couleurs qu'on a pu voir sont très jolies et réussies. On ne sait pas si ce sera les couleurs finales. Encore une rumeur et toujours sur l'iPhone SE2. Ouais, cette fois-ci, c'est un grand iPhone SE2, mais qui serait pour l'automne. Donc, Ce ne serait pas la continuité de celui d'aujourd'hui, mais plutôt la continuité de l'iPhone 6 ou l'iPhone 7. Exactement. Avec Donc, un grand écran. Voilà, Et plutôt à l'automne, alors qu'on l'annonçait plutôt à la WWDC d'ici 15 jours. Donc, deux autres rumeurs qui n'ont cette fois-ci rien à voir avec l'iPhone. Ouais. Apple lancerait une carte de crédit avec Goldman Sachs. Je crois qu'on peut même enlever le conditionnel. On peut l'enlever, c'est même 5 étoiles, c'est sûr et certain. Donc c'est sûrement, donc si c'est avec Goldman Sachs, c'est plutôt pour le marché américain. Oui. Et peut-être qu'ils tisseront des liens avec des banques françaises pour pouvoir créer leur propre carte de crédit avec ce que ça peut engendrer. On y reviendra dans une émission, je pense, un jour. Ah, j'espère. Les dernières rumeurs. 50 millions d'abonnés à Apple Music. Alors donc c'est tout compris, hein. On va pas dissocier ceux qui sont encore en essai gratuit de 3 mois. Mais si on tient compte quand même de ce nombre d'abonnés, si on prend 2 autres services qu'on connaît bien, qui sont Spotify et Deezer, je pense que leurs 50 millions ont été un peu plus lents à atteindre. Place à présent à la revue des meilleurs accessoires HomeKit. On les a réunis ici en plateau. HomeKit, passage en revue des meilleurs accessoires. Les objets connectés sont de plus en plus nombreux. Nous en avons réuni pour vous quelques-uns ici en plateau. On les a classés un petit peu par famille. On commence bien sûr par les ampoules connectées et le modèle incontournable, le plus connu, le plus populaire et qui est certainement le pionnier du marché, c'est les Philips Hue que tu as à la main, Stéphane. Incontournable, Monsieur X, le kit de 3 ampoules couleur. Il faut compter autour des 210 € avec le pont pour être compatible avec HomeKit. Et on a rajouté, regardez à côté, un petit interrupteur pour les piloter à distance, Monsieur X, indispensable. Oui, je suis Olivier, je suis un grand amoureux depuis le début des ampoules Philips Hue. J'en ai 11 chez moi, toutes les couleurs, des noirs et blancs. Ça a une grosse qualité, c'est fiable. Ça marche bien. Un petit défaut, ça n'a jamais baissé de prix depuis le départ, mais si vous voulez quelque chose vraiment de qualité, c'est la solution encore pour moi aujourd'hui. L'autre solution, si vous n'avez pas de lampe connectée qu'on a sélectionnée, c'est une petite prise connectée de chez Elgato. Ça s'appelle Elgato, ça coûte autour de 50 € et ça permet de connecter plein d'objets qui ne le sont pas d'une manière assez basique. Monsieur X, ça marche assez bien. Ça marche très très bien. Alors moi je les utilise tout simplement parce que je culpabilisais d'avoir trop d'appareils électroniques en veille, mais qui continuaient sur mes multiprises à consommer beaucoup la nuit. Donc maintenant en cascade en fait de mes multiprises APC qui régulent la tension, j'ai ces prises de chez Eve. Et grosso modo, je programme l'extinction de mes appareils électroniques et leur allumage à travers l'application maison. Ça marche super bien.
Voilà. Une fois de plus, Eve, c'est plutôt du matériel un peu haut de gamme. Donc moi, j'ai profité du Black Friday pour m'en acheter 3 d'un coup, mais j'en suis très satisfait depuis. Autre secteur qui est en plein boom autour des objets connectés, c'est vrai que les objets connectés, c'est pas le raz-de-marée qu'on nous annonçait, mais en tout cas un secteur qui se développe bien, c'est celui des caméras de surveillance. Vous confirmez, peut-être du côté de Jean-Sébastien, c'est vraiment là où est la croissance du marché aujourd'hui? Absolument, c'est une catégorie qui est en croissance, qui est à la fois ludique et en même temps qui apporte des vraies solutions de sécurité. Et on a vu à la fois une croissance en Amérique du Nord comme en Europe dans les dernières années. Alors du côté de chez Somfy Connect, il y a des nouveautés, on ne l'a pas reçu en plateau, vous pouvez nous en parler de votre dernière caméra, la Indoor Somfy Camera, qui est compatible ou qui sera compatible HomeKit, c'est bien ça? Absolument. Alors, je vous la montre ici chez Somfy Protect, la Somfy Indoor Camera et la nouvelle version de notre caméra intérieure. Et sa particularité, ça a été d'améliorer toute l'expérience de surveillance, puisqu'elle devient Full HD, 1080p. Et puis derrière, d'apporter encore plus de solutions pour la rendre plus simple, avec des solutions qui sont parfois techniques, on va dire, puisqu'elle est maintenant compatible Bluetooth, WAC, et donc au niveau installation, que ce soit sur iOS ou Android, elle va être encore plus facile. Et puis apporter évidemment, comme vous le disiez, HomeKit, en plus de Alexa, Google ou IFTTT pour les plus geeks. Qui vont permettre plus de flexibilité. Et enfin, évidemment, on a continué à intégrer dans cette caméra la dimension de gestion de la vie privée avec le volet motorisé que vous pouvez voir, qui se ferme ici de manière physique pour montrer à l'utilisateur que sa vie privée est garantie. Et cette caméra est à 169 €. Alors, on a beaucoup attendu, ça a un peu tardé les premières caméras HomeKit, ça arrive, ça y est, il y en a déjà sur le marché. L'année dernière, le premier à avoir dégainé, c'est D-Link avec l'Omna 180, c'est la première caméra, regardez, Stéphane en a une en main, la première caméra compatible HomeKit du marché, elle coûte autour des 180 €. D'autres ont suivi, notamment un spécialiste français, Netatmo, tu l'as là, avec sa caméra Welcome, qui est moi que j'aime beaucoup parce que son point fort c'est la détection des visages, donc elle vous envoie uniquement des notifications lorsqu'elle ne reconnaît pas les personnes. Si une personne est connue, elle ne va pas vous alerter que votre épouse est à la maison, ça vous le savez déjà, sauf si les enfants rentrent de l'école par exemple, ça peut être assez pratique. Comptez 199 €. Notez que Netatmo fait aussi une version extérieure avec une petite lampe qui s'appelle la Présence, qui est sympa aussi et qui résiste aux intempéries à 299 €. Ce que j'aime bien moi aussi, c'est la gamme Circle, la version 2 de Circle de Logitech. Plus qu'une caméra, c'est vraiment un écosystème qui est proposé par le constructeur suisse. Ce modèle de Netgear et ses fameuses Arlo, sauf que les Arlo pour l'instant ne sont pas compatibles. C'est beaucoup à me poser la question si elles vont devenir. C'est ni oui ni non, on attend, mais en tout cas en attendant, regardez, vous avez la version Babyphone des Arlo qui le sont, donc a priori, si cette version-là, qui est la dernière version en date de Arlo, l'est, on peut penser que les mises à jour devraient ne pas tarder, compter autour de, pour Arlo, Baby, je crois autour des 199 € et idem pour la Circle version 2 de chez Logitech. L'autre point important, c'est en matière de maison connectée, c'est les verrous. On vous a sélectionné un modèle en particulier, c'est le Smart Lock d'Augus. Ça, c'est Rodrigo qui le conseille. Ils en parlaient la semaine dernière dans ses coups de cœur. Un pratique pour partager un accès provisoire à la maison. Ça coûte autour des 150 €. Qu'en est-il du côté de Somfy? Là, c'est vraiment le cœur business de Somfy à l'origine. Est-ce qu'il y a des choses en préparation autour d'HomeKit du côté de Somfy et des verrous électroniques? La serrure connectée fait partie de l'environnement Taoma. Taoma qui, lui, va être compatible HomeKit. Et donc, effectivement, même sur... on va dire, Taoma va permettre de gérer l'intégralité de l'écosystème qu'il gère, à savoir les volets, les portails et toute l'automatisation des allées et venues dans la maison qui facilite la gestion au sens large. En clair, on met un boîtier, une sorte de hub, qui lui va centraliser la gestion des caméras et de tout l'écosystème de votre compagnie, mais au-delà, voilà, et pas besoin de rendre tous les produits HomeKit, il faut que le boîtier le soit central à tour de contrôle. C'est Taoma qui apporte la compatibilité HomeKit avec le reste des accessoires.
Alors, autre secteur important, autre sélection qu'on vous a fait, c'est du côté des thermostats. On vous le disait vraiment, c'est vraiment important le thermostat connecté à la maison, puisque c'est une belle avancée en matière de domotique, car elle se traduit concrètement par des économies non négligeables. En discutant avec les gens d'Etatmo, ils estiment à 300 euros. En Etatmo, c'est l'un des pionniers avec Nest, mais Nest n'est pas compatible HomeKit. Le premier système HomeKit qu'on a reçu, c'est celui-là, c'est celui de Netatmo. Et puis il y a Tado également. C'est vraiment, vous confirmez, autour de 300 euros d'économie annuelle sur la facture de gaz Oui, de votre côté. Oui, effectivement. En fait, les Allemands ont fait quelque chose chez nous. Ils ont donné les thermostats à un institut physique du bâtiment pour voir les économies que faisaient les algorithmes de géolocalisation, d'automatisation, d'intégration des prévisions météo. Et il est ressorti un 31%, quoi, un gros tiers en fait. Alors, quand on sait que la facture moyenne en France de consommation de gaz ou de fuel sur une chaudière, c'est 1 700 euros annuels. C'est une étude Quelle Énergie, en fait, sur plus de 200 000 personnes. Oui, on a entre 300, 400. Alors, faut comparer des choses comparables. Celui qui a un thermostat non connecté programmable, il fera moins d'économies. Celui qui n'a pas de thermostat du tout, il peut faire 400 à 500 euros d'économies par an. Sachant que le produit en ticket d'entrée est autour de 250 euros, en une saison de chauffage, on a rentabilisé son achat. Alors la difficulté, et on continue à faire des économies. Ouais, la difficulté, en revanche, Fabrice, c'est l'installation pour piloter sa chaudière. Aujourd'hui, une installation moyenne de thermostat, c'est à peu près 100 euros. Effectivement, c'est un frein. C'est 100 euros de plus sur un produit à 250, donc ça rajoute un petit tiers. Mais avec nos instructions d'installation dédiées, on lève beaucoup de freins. Et au pire, les consommateurs chez nous, ils peuvent appeler la hotline Tado. Donc on a ici au siège à Munich, mais c'est des Français, c'est un 01, c'est gratuit. On a des personnes, j'allais dire 5 jours sur 7, plus le week-end en permanence, qui peuvent aider le consommateur pas à pas à installer réellement un thermostat s'il y a un souci, à prendre la main à distance. C'est vraiment, ça fait partie en fait du service client et c'est très très important chez nous. C'est un service où il doit y avoir 35 personnes en fait qui permettent d'accompagner les consommateurs dans l'installation, quoi. Et puis vous avez présenté, je crois, Fabrice, également des vannes thermostatiques. C'est assez complémentaire. Oui, on a des vannes thermostatiques pour les radiateurs en fait non électriques en complément du thermostat. L'idée, c'est de donner encore plus de confort et encore plus d'économie. Un thermostat seul, finalement, donne la même température dans toute la maison. Si vous mettez une tête thermostatique, donc ce petit produit, sur un de vos radiateurs, alors en vertical ou en horizontal, vous faites encore plus d'économie dans les pièces type la chambre où on n'a pas besoin de chauffer comme la pièce à vivre. Tout ça fonctionne, comme je disais, en radio, connecté avec la passerelle et avec le thermostat. Donc ça ne charge pas le réseau Wi-Fi. À propos de réseau Wi-Fi, on va dire au revoir à Gonzague car il doit nous quitter. Il a rendez-vous. Merci Gonzague de t'être rendu disponible pour nous cette semaine. De rien. Bon après-midi. À bientôt. Gonzague. Bonne émission. Ciao. Autre catégorie qu'on a mis en avant, qui nous semble indispensable de développer dans une maison et qui fait partie de l'écosystème naturel d'une maison intelligente, sont les capteurs. Il y a beaucoup de capteurs, des capteurs de température, des stations météo. Alors on pense au capteur DEV, à la station météo Elgato qui est pas très chère, autour de 79 euros. Le premier sur le marché à avoir sorti une station météo, c'est Netatmo. Et plus récemment, un capteur de pollution, compté entre 169 euros pour une station météo et 100 euros pour le Hafli Home Coach de Netatmo. Alors ça vous permet également de faire interagir. Si vous avez une station météo, ça permet de détecter s'il pleut, ça permet de décider s'il faut fermer les volets, ça peut décider d'activer ou pas l'arrosage automatique. Donc voilà, vous comprenez qu'en déployant ces capteurs-là, vous déployez un écosystème complet de capteurs qui permettent aux produits d'interagir. Et puis, indispensable en termes de capteurs, et on en parlait en préambule, c'est les capteurs de fumée. C'est indispensable aujourd'hui en France. Et enfin, un capteur de fumée, Monsieur X, compatible HomeKit, c'est celui Bluetooth, il n'est pas Wi-Fi, celui d'Elgato, s'appelle le Smoke, ça coûte autour des 120 euros. Alors c'est important de savoir qu'il est Bluetooth, ça veut dire que il n'est pas connecté à votre Wi-Fi. Là, il faut vraiment utiliser un Apple TV ou un iPad branché à la maison pour pouvoir être prévenu quand vous êtes à l'extérieur qu'il y a un problème à la maison. Mais bon, bref, passons. Et enfin, dernière catégorie, là, peut-être on dirait un petit mot avec Monsieur X, il nous semble indispensable, si vous avez notamment des ampoules connectées, c'est investir dans des interrupteurs. Là, on a le modèle de chez Philips, évidemment, mais il y a d'autres modèles de chez Logitech, notamment le Pop, qui est un petit peu moins cher, autour des 40 euros. Alors pourquoi c'est indispensable ces produits-là? C'est que si vous voulez à la maison installer vos ampoules et que vous utilisez des interrupteurs classiques, si vous les éteignez physiquement
physiquement, elles disparaissent du réseau et vous ne pouvez pas donc les rallumer. Donc il faut arrêter de les éteindre avec je dirais les bons vieux interrupteurs physiques et donc les remplacer par des interrupteurs connectés qui permet donc localement de les éteindre et ou de les rallumer à distance avec votre iPhone simplement en disant dis Siri. Et puis on nous aide beaucoup à nous demander sur les réseaux sociaux quid de Legrand, la marque française qui fait justement beaucoup d'interrupteurs. Si vous allez sur le site Netatmo, vous verrez que Legrand s'est associé avec Netatmo pour lancer une gamme de connecteurs et d'interrupteurs connectés qui s'appelle Celian. Ça semble assez intéressant, c'est assez design, à la fois Bluetooth et Wi-Fi qui se contrôlent différemment, mais ça semble assez intéressant. On n'a pas eu le temps de les tester, on y reviendra dans cette émission. Enfin, si vous possédez déjà des objets connectés qui ne sont pas HomeKit, comment on peut faire? Il existe des solutions pour les rendre interopérables. Jean-Sébastien nous en a parlé avec les solutions notamment du côté de chez Somfy qui permet donc grâce à cette station centrale de rendre compatibles des objets qui ne le sont pas. Il y en a d'autres sur le marché, notamment d'autres solutions matérielles, la box Idomus qui transforme les objets en compatibles HomeKit. Il faut compter autour des 270 €. C'est à peu près la même philosophie que je pense que ce que propose Somfy, mais ça me semble un peu plus compliqué à installer par contre. Et puis si vous ne voulez pas investir dans du matériel, il y a des solutions logicielles qui sont gratuites. Ça s'appelle Homebridge, c'est une solution open source, donc gratuite, mais elle nécessite de mettre les mains dans le cambouis et dans le terminal pour pouvoir vraiment paramétrer vos différents objets, par exemple faire fonctionner un capteur de fumée Nest avec votre écosystème HomeKit, mais ça fonctionne. Plus original, regardez, c'est un bouton connecté, ça rappelle un petit peu les boutons de concierge dans les hôtels. Si j'appuie, il y a une petite maison en dessous, ça permet de piloter en fonction du contexte des différents objets connectés de votre maison. Et vraiment, il est compatible avec un large éventail de marques, Nest, Philips, Hue, Somfy, Tado, Netatmo. Il y a vraiment la plupart des objets connectés qui sont reliés à ce système-là, qui fait donc office de hub, qui se substitue donc à HomeKit, pour détecter que vous quittez la maison, par exemple, pour éteindre les lumières, fermer les portes à clé, baisser la clim ou encore lancer votre robot aspirateur jusqu'à détecter un orage violent et vous envoyer une notification pour fermer les volets. Bref, c'est vraiment la maison connectée qui devient autonome. C'est assez étonnant. Puis j'ai oublié, moi, de mon côté également, cet objet-là, que c'est le Tribi de la marque française Invoxia. Alors, c'est une web radio, ça fait aussi office d'enceinte connectée. C'est une radio connectée. Et ça permet également, via ces petits boutons, de piloter les différents scénarios de votre écosystème HomeKit. C'est assez étonnant et c'est plutôt joli. Ça s'appelle l'Invoxia Tribi. Je pense que nous avons assez bien posé le décor. On peut maintenant passer à la partie démo. On va revenir brièvement sur la partie de l'application maison. Place donc aux séquences gros plans sur l'application maison, le hub de vos objets connectés. On vous rappelle qu'il faut un iPhone 5 minimum. Comment ça marche? C'est assez simple. Regardez l'application maison. Elle centralise tous les objets connectés qui apparaissent à l'écran via des différentes pièces. Il suffit de sélectionner le salon, la chambre ou le bureau. Chaque objet s'affiche donc par pièce sous forme de bouton qu'il suffit d'enfoncer pour activer ou désactiver. Et plus simple encore, il suffit de demander à Siri, on l'a dit, d'allumer les lumières. Dis Siri, allumer les lumières dans le salon pour que ces dernières ampoules s'allument. Plus original du côté de l'application maison, la possibilité de créer des scénarios, des scènes, comme par exemple le fait de programmer un mot magique comme bonne nuit qui va automatiquement, si on dit ce mot à Siri, au moment de passer au lit, éteindre progressivement la lumière, baisser la température du chauffage ou encore fermer les rideaux ou fermer les volets. J'y suis arrivé. Et puis encore plus original, ça c'est arrivé avec la dernière mise à jour d'HomeKit l'année dernière, c'est la possibilité de créer des automatismes, automatiser des actions en fonction de votre localisation. Pour par exemple, si vous êtes sur le chemin de chez vous après le bureau, et il détecte automatiquement que vous quittez le bureau ou que vous vous approchez de chez vous pour allumer les lumières dans l'allée du jardin, lancer le chauffage pour éviter qu'il tourne quand vous n'êtes pas là. Bon, c'est assez perfectible parce que la détection de GPS, ça va et ça vient, mais je pense que c'est vraiment un scénario d'usage d'avenir. L'intelligence artificielle, c'est vraiment l'enjeu pour ces objets connectés, pour que l'utilisateur, que ce soit du côté de Somfy, de Tado, ait moins de choses à faire et qu'on propose des scénarios par défaut peut-être du côté de Somfy ou de Tado. On va commencer peut-être avec Fabrice, tiens. Effectivement, c'est ce qu'on se disait depuis le début. C'est vrai que cette application, elle résume, du moins, elle regroupe un ensemble de produits. Après, il faut trouver les bons scénarios. Aujourd'hui, c'est assez flexible, je trouve, l'appli maison. Et effectivement, comme tu disais, aller se coucher et faire baisser la température automatiquement et d'autres fonctions. C'est le but en fait d'avoir une application maître
Le deuxième but, je pense, c'est aussi de simplifier l'interface utilisateur. Et là, c'est ça qui va démocratiser aussi l'acceptation en fait de tous ces produits. Jean-Sébastien, la volonté elle est plutôt de proposer une solution matérielle qui permet de suppléer à tout ça du côté de chez Somfy. Ouais, les deux. À la fois, Tahoma, à l'origine, il y avait une volonté de le faire au sein de Somfy et aujourd'hui, à travers l'ouverture que le groupe a vis-à-vis de HomeKit notamment, c'est effectivement d'utiliser ce qui est chez les autres, mais aussi chez nous, puisqu'on est capable aujourd'hui de gérer toute l'entrée, je rentre chez moi, la serrure s'ouvre, l'alarme, les volets s'ouvrent, la lumière s'allume, et tout ça de manière tout à fait fluide. Je pense qu'on a été le plus complet possible sur HomeKit. On a essayé de vous réunir le maximum d'objets pour montrer ce qu'on peut faire, quel est l'état de l'art du marché. On passe maintenant à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Monsieur X. Bon, comme tu sais, moi je suis un grand fan d'HomeKit et de Ah ouais, tu t'es régalé. CarPlay, ouais. Donc toutes les émissions là-dessus, je suis comme un fou. Donc mes coups de cœur, moi c'est les produits que j'utilise ou que je vais bientôt utiliser, j'espère. Alors dans ceux que j'utilise, on en a déjà parlé dans l'émission, les prises connectées compatibles HomeKit de chez Elgato. Ça marche vraiment bien et ça m'a résolu un vrai problème à la maison. Chez eux aussi, et un peu en attente, leur détecteur de fumée compatible HomeKit. J'ai un Nest, il l'est pas. Ça, c'est aussi un des grands absents de la compatibilité. Pas besoin d'attendre, il est là, Monsieur X. Voilà, HomeKit. Ouais, je vais pouvoir l'essayer. Ouais. Et puis, j'espérais voir le modèle de Netatmo. Je m'étais inscrit sur le site de Netatmo puisqu'ils doivent en sortir un et on l'attend, mais pas de nouvelles. Donc, je vais être ravi d'utiliser celui de chez Elgato. Puis un dernier petit truc sur HomeKit. Une news qui n'est pas directement liée à HomeKit, mais qui va faire du bien à HomeKit. Tu as dû voir, Olivier, dans la presse spécialisée numérique, comme on dit, que Canal+ a annoncé qu'ils allaient progressivement arrêter de développer et commercialiser leur propre décodeur, cette top box, et donner à la place à leurs clients quoi ? Un hub HomeKit, le meilleur des hubs HomeKit, l'Apple TV 4K. Ouais. Donc on peut se retrouver rapidement en France avec peut-être 10 000, 100 000, 1 million d'utilisateurs Apple TV 4K en plus, ce qui est un espèce de revival du partenariat historique entre Apple et Canal. Et avoir plein de gens qui ont un hub HomeKit chez eux, c'est bon pour HomeKit. Ouais, avec un petit bémol quand même, parce que c'est pas l'ensemble du parc des décodeurs. Hein. C'est uniquement les décodeurs set-top box et des décodeurs qu'on branche sur l'Internet. Si vous avez des décodeurs satellites, on ne vous les remplace pas par un Apple TV, hein, bien sûr. Il faut une connexion Internet qui assure derrière. Il y a une drôle de tête, Stéphane Siby, mais vous comprendrez pourquoi dans un instant. Du côté de Fabrice, à Munich, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Coup de cœur, comme je disais, moi c'est assez simple, c'est tous ces assistants personnels vocaux. J'attends le HomePod, j'attends de tester le HomePod. Ça fait longtemps que des produits m'avaient pas donné envie comme ça. Je crois que la dernière fois, ça remonte à l'iPad. Avant peut-être le GPS. Mais il y a des produits de rupture et je pense que ces produits-là sont bien des produits de rupture. Voilà. Donc vraiment, je mettrai l'accent sur les assistants vocaux et le HomePod parce que je pense que l'assistant vocal avec un très bon son, ça sera utilisé dans la durée. Oui, parce qu'une fonction de base des assistants vocaux, outre le minuteur pour calculer la cuisson, c'est évidemment écouter de la musique à côté de son assistant vocal. Du côté de Jean-Sébastien, est-ce qu'on a un petit coup de cœur à nous proposer cette semaine ? Petit coup de cœur vraiment de la semaine, puisque c'est la première semaine que je l'utilise. C'est vous voyez les AirPods que j'ai là et qui finalement à la fois à l'installation était très simple et qui sont une expérience assez nouvelle et très très bien faite de la part de chez Apple. C'est pas simplement des AirPods auxquels on a coupé le cordon, c'est vraiment un casque à part entière. Il y a un son qui est bien meilleur que le modèle filaire. C'est vraiment à essayer, même si l'autonomie est perfectible, c'est vraiment un produit étonnant, notamment pour faire du sport, c'est d'une légèreté absolue. Je vous conseille également. Du côté de Stéphane, qui a une drôle de tête cette semaine en plateau. Oui, j'ai une drôle de tête, mais je voulais d'abord parler des Google News par rapport à l'application Google News qui a été sortie hier ou avant-hier par rapport à Google Actu en français, pardon, qui est sortie avant-hier. Et j'ai pensé tout de suite à une appli qui était sortie il y a quelques années qui s'appelait Node de Marie-Catherine Butt, de Business Insider. Puis aussi à Flint, qui est donc de mon ami Benoît Raphaël, qui permet de mettre de l'intelligence artificielle sur nos contenus.
Et en fait, elle est vraiment très bien. Elle est devenue, maintenant, je la regarde tout le temps en fait. C'est presque addictif cette nouvelle appli et j'encourage tout le monde de l'utiliser. Et sinon, pourquoi j'ai ça sur la tête? Qu'est-ce que c'est? C'est Dream en fait. Dream, c'est la deuxième version. On avait un casque qui était beaucoup plus imposant, qui était difficile. Moi, j'aime pas trop avoir des choses sur moi pour dormir. Alors imaginez ça. C'est un casque pour dormir. Pour dormir, voilà. Donc en gros, ils ont rajouté au-delà du redesign qui est beaucoup plus agréable et plus facile à porter. Il y a plusieurs choses. Donc ça nous permet de nous endormir plus rapidement. Donc ceux qui ont des difficultés pour dormir peuvent l'utiliser. On dort plus profondément, donc ça continue de le faire. Donc en gros, on reste plus longtemps dans un sommeil profond, donc il nous permet qu'il est plus récupérateur. On rêve moins, mais bon, c'est pas très grave. C'est important de rêver. Je sais, je rêve, t'inquiète pas beaucoup, t'inquiète pas. Mais je l'utilise pas tout le temps. Hein. Je l'utilise quand je sais que je vais faire des courtes nuits. Je me réveille plus facilement grâce à un alarme. J'essaye alors. Un alarme. C'est une urgence. Un alarme intelligent. Ouais. Et surtout, on peut maîtriser son sommeil. Et donc il y a des petits capteurs un peu partout. Donc moi je vous dis, je l'utilise pas tout le temps parce que quand on change un métabolisme avec des petits objets comme ça, mais je peux juste vous dire que c'est très intéressant comme initiative, par une initiative française, par des jeunes polytechniciens. Et je vous encourage à jeter un œil, surtout si vous avez comme moi des nuits de 3 ou 4 heures. Voilà. Ça coûte cher 349 €. Bon, mais je vais essayer, mais je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Voilà. Bon, par contre, pour pécho, c'est fini, hein, Olivier, avec le casque sur la tête. Ça, je te confirme, faut avoir des bons rapports avec... Oui, ça casse un peu, le romantisme. Merci monsieur X. Sans transition de mon côté, regardez, c'est pas un tue l'amour, mais c'est en tout cas, ça conserve la flamme, puisque vous n'avez plus à faire des produits ménagers. Ça reste dans la thématique de la maison connectée. C'est un aspirateur robot, c'est signé iRobot. Regardez, certes, il n'est pas compatible HomeKit, mais c'est le dernier modèle. Mais ça viendra, j'espère, pour créer des automatismes pour lancer l'aspirateur à distance quand vous quittez la maison, c'est assez pratique. C'est le modèle, c'est le Roomba, il se paramètre intégralement à l'iPhone via une application. Il se connecte à votre réseau Wi-Fi pour partir à la chasse à la poussière et autres miettes. Fini le fardeau de l'aspirateur donc, c'est beau le progrès, merci pour un Corse, pour moi c'est indispensable. Il y a tout dans la boîte pour que vous n'ayez plus à passer l'aspirateur. Ça passe même dans des endroits assez difficiles. Alors ce modèle-là, c'est le modèle haut de gamme. C'est le modèle 980. Il coûte autour des 1 000 €. Mais chez iRobot, vous trouvez des modèles à partir de 250 €. Et croyez-moi, une fois que vous l'avez installé, on ne peut plus s'en passer. Un autre coup de cœur, rien à voir, c'est le Copilot Drive. Regardez, je l'ai ici. C'est un disque dur signé externe, né de la collaboration entre LaCie et DJI. Il est totalement anti-choc, il n'a pas besoin d'ordinateur, surtout il est autonome, il est apte à accueillir directement vos cartes SD issues de vos drones et caméras. Vous pouvez le raccorder directement à votre iPhone et à votre iPad pour consulter vos rushs sur le terrain, c'est assez pratique. Bref, du sur-mesure pour les vidéastes et spécialement ceux qui utilisent les drones. Sa capacité de 2 Tera et ça coûte 499 €. Petite précision, si vous souhaitez en savoir plus sur le DJI Copilot Drive by LaCie, nous avons tourné une émission spéciale, LaCie, qui s'appelle LaCie Talks, où vous découvrirez également des conseils pour vous initier au drone, à la prise de vue avec les témoignages de vidéastes, mais aussi la genèse des produits LaCie. Donc LaCie Talks, c'est désormais diffusé tous les mois sur toutes les chaînes dont on refait le Mac. Je vous invite vraiment à cliquer et à regarder. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 292e épisode d'On refait le Mac. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée aux prochaines générations de l'iPhone. On va être sur la piste, sur les rumeurs de l'iPhone 11. Messieurs, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et n'oubliez pas, le 4 juin prochain, la WWDC, la conférence des développeurs Apple, qui ouvrira ses portes à San José. Et pour Apple, ce sera l'occasion d'organiser un event et de dévoiler ses nouveautés. Et nous couvrirons bien sûr cet Apple Event en direct depuis le grand amphithéâtre de l'école 42. Je vous invite à nous rejoindre et à suivre à la captation ici à l'école 42 pour pouvoir suivre la conférence sur écran géant. Il suffit de vous inscrire en nous envoyant un email à cette adresse contact@onrefaitlemacom. contact@onrefaitlemacom. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.